Bien, c'est parti pour cette nouvelle séquence avec quatre des partenaires de Data Consulting, Cultita Data, j'y arrive, tout simplement quatre partenaires parce que quatre expertises apportées autour d'un sujet sur les données, les décisions, les désillusions et finalement le sujet de la gouvernance dans l'entreprise de la data, des choix qui sont faits par la data. Nos quatre partenaires, nos quatre experts, Yann, Jawer, Romain et Juliette. Alors il est vrai que quand on parle de data, de gouvernance, souvent dans des entreprises on se dit c'est le sujet des spécialistes, c'est un sujet typiquement métier. Yann, est-ce que c'est bien le cas? Alors, je vais commencer par vous parler des métiers, mais vraiment très rapidement, simplement pour vous montrer que non, les métiers, c'est pas le plus important. Dans une stratégie data, la gouvernance de projet data, c'est vraiment pas le plus important. Vous avez des noms de métiers qu'on retrouve là, data steward, data engineer, data analyst, data manager. C'est pas ça qu'il faut que vous reteniez. Vous ne connaissez pas peut-être les rôles et responsabilités de chacun de ces métiers. C'est pas gênant. Et même, je vais vous dire, c'est peut-être même important de ne pas chercher à en connaître les tenants et les aboutissants. Ça peut amener à rédiger ce genre d'annonce sur LinkedIn qu'on va trouver. Je recherche un data analyst et on va lister tout un tas de compétences qui ne sont pas du ressort du data analyst. Donc erreur de casting, perte de temps, perte d'argent, etc. Donc le plus important, c'est pas les métiers, on oublie ça et on va plutôt parler stratégie, gouvernance, équipe, communication et vraiment pas métier. Alors voilà, on dit effectivement que déjà la data, elle ne supporte pas les silos. Et c'est l'affaire de tous, et réellement dans l'entreprise. Tout simplement parce que vous avez une stratégie, c'est derrière la direction générale qui va décider effectivement de la direction à prendre. Les données, c'est beaucoup de choses, hein. C'est l'efficience de votre système d'information et l'optimisation de toute la chaîne de valeur. Ensuite, vous avez donc de vos processus, hein, quand je parle de chaîne de valeur. Vous avez aussi tout ce qui est relatif à la conformité. Il y a beaucoup de contraintes liées à la conformité, donc ça c'est le deuxième étage et le levier que vous devez passer, donc c'est cette étape. Ensuite, vous allez commencer à réfléchir en vous disant comment je vais pouvoir travailler avec mes données. Donc, le troisième étage, l'échelle de niveau de sagesse, qui consiste à dire comment je vais répondre à ma comptabilité extra-financière. Il faut savoir que bientôt, on va tous être obligés, au-delà de notre comptabilité analytique et comptable qu'on a actuellement, c'est de passer sur de la comptabilité extra-financière. Et là, on va vous demander des indicateurs. Donc, même si vous ne les avez pas maintenant, demain, vous allez avoir obligatoirement des indicateurs. Et à la fin, il y a ce dernier niveau de sagesse que vous allez atteindre, donc ce dernier levier, qui est que l'Europe pousse absolument une stratégie data, et donc l'objectif pour elle, c'est qu'on va tous pouvoir accéder à de la donnée, ça va être open, pour créer du business et du numérique. Donc vous allez pouvoir aller chercher des données chez des constructeurs et ailleurs. Donc ce qu'il faut le retenir là-dedans, c'est que ça va même au-delà de votre entreprise, on n'est plus dans une vision atomiste, on est vraiment dans une vision agnostique, on va pouvoir aller chercher de la donnée partout où elle se trouve, en open data, en HT, etc., pour pouvoir faire demain du prédictif et optimiser au maximum notre activité parce que pour la satisfaction de nos clients. Donc la direction, maintenant qu'on a justement cette data, pas de data sans IA, mais demain, justement, cet engouement et cette envie, effectivement, d'être dans la course, eh bien, la direction doit être le sponsor et lancer les choses et aller voir chaque département de l'entreprise qui est le propriétaire des données pour imaginer, effectivement, dans leur process, comment ils peuvent les optimiser, comment ils peuvent les mettre en conformité, comment ils peuvent apporter de la valeur. Donc voilà, on est vraiment sur ce principe où il faut vraiment suivre ce chemin et cette route. Donc on ne parle pas que stratégie data, on parle aussi stratégie d'entreprise là. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, on est vraiment dans une stratégie. Donc cette stratégie, elle est simple. Hein. Vous allez, quand vous faites de la stratégie pour votre entreprise, vous allez définir une vision. Donc ça, c'est la direction qui va la définir. Et à partir de cette vision, elle va dire quelles sont les contraintes qui sont imposées à moi. Donc elle va aller chercher toutes les contraintes, business, du client également, qui vous impose des SLA, qui vous impose énormément de choses, la concurrence. Donc voilà, c'est vraiment un SWOT que vous allez faire et vous dire comment je peux me différencier demain, comment je peux répondre à toutes ces contraintes et de façon simple et une fois pour toutes. Parce que derrière la sécurité, la confiance, la protection des données, etc., c'est la même chose. Donc vous allez traiter vos données en pensant à prendre toutes ces informations-là. Donc la direction générale doit faire venir toutes ces équipes et travailler sur une stratégie commune et impliquer tous ses collaborateurs. Donc voilà, dont je parlais de silos, donc il faut éviter de casser les silos.
Donc pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qui solliciter et qui c'est qui va activer cette dynamique et assurer la réussite de la stratégie qu'on a posée? Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez abordé un petit peu, Jawer, l'importance du sponsoring côté direction générale. Nous, c'est quelque chose effectivement qu'on trouve essentiel, c'est que le CODIR soit sponsor du projet, c'est que les managers embarquent les collaborateurs pour commencer à les sensibiliser, pour démarrer l'acculturation de leurs collaborateurs à la data. Nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que très souvent, effectivement, ce sont les DG, mais encore plus les DAF qui sont porteurs des projets data, ce qui est très cohérent, parce que les DAF, ils ont vraiment une vision globale de l'entreprise, ils en connaissent les rouages, les mécaniques, ils connaissent les usages de la donnée. Moi, j'ai 2 exemples, en parlant DG et DAF, de clients sponsors chez nous. On a Cyril Arnoux, qui est DG de VF Confort. VF Confort, c'est une PME de 110 collaborateurs qui est spécialisée dans l'équipement salle de bain et chauffage. Et alors, on parlait des métiers dont on ne doit pas parler, mais je vais quand même les évoquer. Cyril Arnoux, il est à la fois le data steward et le data manager de sa boîte, puisque c'est lui qui modélise les données et qui crée et met à disposition les reportings et les tableaux de bord pour ses équipes. Et on parle bien d'un DG. Et le deuxième exemple, c'est Xavier Arouillet, qui est DAF d'Angelotti, qui est un aménageur foncier, promoteur immobilier. C'est une PME du coin, 145 collaborateurs. Et c'est un DAF qui, lui, nous l'a dit, qui est vu comme le magicien de la donnée dans son entreprise, parce qu'au-delà de toute cette connaissance data et tous les projets data qu'il engage, il met en place des alertes pour gérer la qualité de la donnée et s'assurer de la fiabilité des données de son entreprise. Et ce qui est intéressant avec ce dernier exemple, c'est que justement, ces notions de gestion de la qualité de l'entreprise, gestion de la fiabilité, c'est pas réservé à des experts ou à des spécialistes. C'est des sujets qui peuvent être mis entre les mains des métiers si on leur donne les bons outils. Et ça me permet juste de reboucler un petit peu sur ces 2 retours d'expérience. C'est qu'on parlait des fameux métiers très spécifiques. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir justement ces métiers de data analyst, data scientist dans les PME. C'est les métiers qui peuvent tout à fait prendre en main ces sujets. Et aujourd'hui, chez nous, le data scientist, c'est Cyril le DG et c'est Xavier le DAF. Pour peu qu'on leur donne la vision et la route à suivre. Exactement, oui. Et alors comment ça se partage, cette vision, cette route, comment on l'explique, comment est-ce qu'on embarque tout le monde? Alors, comment on embarque tout le monde? Déjà, bonjour mesdames et messieurs, la première chose, c'est de se dire que l'organisation d'une gouvernance se fait forcément par rapport à la taille de structure d'une entreprise. Tout part de la taille d'une structure. À partir du moment où la taille change, on ne peut pas appliquer la même stratégie. Donc, peu importe qu'on va parler des rôles, nous considérons que ça ne sert à rien de parler des rôles. Le but, c'est de parler justement de leur activité, de la casquette qu'ils sont censés porter. Le rôle, ensuite, peut découler de soi, ou vous pouvez même l'inventer. Donc, plus l'entreprise est grande, plus la hiérarchie va être allongée. Donc, d'un premier côté, on va parler de ceux qui sont au plus proches de la donnée. Donc, il va y avoir forcément les métiers, mais aussi les techniques, les IT, parce que tout le monde travaille en fin de compte avec la donnée. Le métier pour l'activité, les IT pour l'infrastructure, pour l'organisation, mais aussi pour l'exploitation de la donnée afin de faire de l'analyse et des choses comme ça. Donc là, on a le niveau le plus bas. C'est ceux qui utilisent la donnée, qui sont au plus proche du fonctionnel, de l'utilisation pure, et c'est ceux qui vont faire vivre, en fin de compte, la première étape de la gouvernance. Souvent, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on peut parler des premiers soldats de la donnée qui sont les data stewards. Il y a aussi pas mal de noms, mais dans le jargon, en fin de compte, informatique, le vocabulaire évolue et s'agrandit à chaque fois. On n'est pas obligé vraiment de le comprendre entièrement. Ensuite, on a le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est simplement de la coordination, une vue d'ensemble de ces premières personnes qui sont au contact direct de la donnée. Et donc, ces personnes, en fonction de la structure, peuvent avoir une double casquette, comme il a été dit précédemment. C'est-à-dire qu'ils peuvent être au plus proche aussi de la donnée, mais ils peuvent aussi, à un moment donné, savoir coordonner leur partie avec celle des autres qui sont à proximité. Ce sont des choix d'organisation des rôles dans l'entreprise selon le projet. Et parfois, le data steward, ça peut être la secrétaire de direction parce qu'elle a la rigueur, qu'elle est à l'endroit où viennent des informations, où elles sont redistribuées. Exactement. En fait, le casting, finalement, la pièce de théâtre, ça se joue entreprise par entreprise. Exactement.
Pourquoi ? Parce que c'est l'activité qui incombe en tout premier, comme n'importe quel projet, où on peut décliner justement les éléments d'une équipe, le chef de projet et ensuite le directeur de projet. On constate qu'en fin de compte, les équipes sont celles qui développent et qui sont au plus proche de la donnée. Le niveau d'après, c'est justement ceux qui viennent coordonner, qui ont une vision, qui apportent les outils. Et enfin, tout en haut, c'est ceux qui ont une vision d'ensemble, une vision stratégique et qui sont, en fin de compte, au plus proche de la direction. C'est pour ça que sur cette hiérarchie, il y a le côté opérationnel, fonctionnel qui est en bas, et tout en haut, il y a le côté stratégique qui est proche. À partir du moment où une entreprise peut être petite, où on parle de moins de 10 personnes, une personne peut être opérationnelle, mais aussi manager, et enfin avoir la meilleure vision justement stratégique. Alors Yann, comment est-ce qu'on fait pour y voir clair sur cette répartition des rôles et que chacun prenne conscience du rôle qu'il ou elle a à tenir dans l'entreprise vis-à-vis de cet enjeu data? Alors ça s'explique, la vision, la stratégie, on l'a dit, elle est donnée par en haut, hein, par la direction. Par contre, il y a des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour faciliter, pour fluidifier l'organisation, la communication. On a dit que la communication est extrêmement importante pour embarquer les gens. Alors, il y a des outils de planification, de projet, ça c'est du classique, mais les outils de la data, de la gestion de la donnée, embarquent aussi des choses qui sont appropriables par tout le monde, par les équipes, et qui permettent de partager dans une entreprise un vocabulaire commun, des règles communes, que tout le monde sache de quoi on parle, de quels objectifs on parle, comprendre si on a pu atteindre les objectifs grâce à son travail. Donc il y a des outils sur lesquels on peut s'appuyer, et une stratégie, elle ne se déroule pas sans outils. Donc de l'importance des outils, je ne rentrerai pas plus dans les détails ici pour ne pas perdre de temps, on peut en discuter en séparé, mais de l'importance des outils pour accompagner la stratégie. Les pauses, le déjeuner sont faits pour cela. Vous puissiez creuser un sujet qui vous intéresse sur les stands qui sont juste à côté sur la terrasse. Alors, comment réfléchir donc à sa stratégie? En gros, vous avez, comme on a dit tout à l'heure, vous avez la direction générale qui, elle, va lancer le sujet, qui va vous donner une vision, effectivement, où elle veut mener l'entreprise. Elle va s'appuyer sur son directeur financier, hein, pour établir des reportings et pour l'analytique, hein, des reportings opérationnels et financiers. Et donc là, l'objectif, effectivement, c'est d'être accountability. Donc être en mesure de gérer et maintenir une comptabilité financière et extra-financière. Ce qu'on a fait ici, c'est vraiment d'essayer de vous dire qu'il y a deux acteurs qu'on ne peut pas, qui doivent travailler ensemble, qui sont effectivement le business, qui veulent absolument valoriser l'entreprise et apporter de la valeur aux clients. Et vous avez derrière les garde-fous, mais ils n'ont pas trop le choix parce qu'effectivement, c'est assez réglementé la data, et ça va le devenir encore de plus en plus. Eh bien, en gros, ce sont les acteurs qui vont gérer le risque dans l'entreprise. Donc, quand vous vous lancez dans un projet data, donc pour allier rentabilité, conformité, sécurité, disponibilité et performance, eh bien, en gros, on va s'appuyer aussi sur celui qui détient les données. Donc, on va avoir ici la gestion des systèmes d'information, c'est eux qui détiennent les données. Et entre les deux, souvent, en général, quand on est une petite structure, c'est la DSI qui est en charge également de la gestion des données. Et c'est celui aussi où on a, ce que vous connaissiez avant, les acteurs fonctionnels qui vont interagir, et qui peut être le data steward, qui vont interagir avec le métier. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est avec le métier. La direction a décidé de se lancer dans une stratégie. Elle a ou pas un architecte au sein de son entreprise pour déterminer comment elle va mettre en place les capacités humaines, matérielles pour répondre à cette stratégie. Et ensuite, elle va aller voir donc les métiers pour définir comment on souhaite valoriser les données, comment on va superviser aussi les données au sein de l'écosystème, parce que les données, on les a peut-être pas toutes. Il faut savoir que quand vous faites de l'intelligence artificielle, c'est bien beau, mais il faut quand même un volume important, il faut éviter les billets, etc. Donc on va pas non plus tuer une mouche avec un bazooka. Donc l'IA, c'est pas pour tout. Donc vous pouvez très bien dire, en fonction de ce que vous avez comme projet, la data suffira amplement. Vous avez ensuite les propriétaires de données eux-mêmes, parce qu'il va falloir leur demander le droit d'utiliser leurs données, parce que, comme je vous le disais, elle est particulièrement sécurisée. C'est eux qui définissent le niveau de sécurité à mettre derrière, c'est eux qui travaillent avec le responsable de la sécurité. Vous avez aussi celui qui va faire la transformation digitale. Admettons que demain, vous avez un business et vous voulez apporter de la valeur et construire des outils pour être au plus proche de vos clients et leur apporter de la valeur. Donc c'est cet acteur-là.
qui est aussi peut-être avec la DSI. C'est pour ça qu'on n'a pas mis les acteurs, mais c'est vraiment lui qui va piloter la mutation de l'entreprise et qui va apporter les outillages sur lesquels vont reposer les données et la valorisation de ces données. Et plus particulièrement, ils vont devoir travailler avec la direction de la conformité en général. Hein. Vous imaginez, vous avez de toute façon un acteur qui peut avoir plein de casquettes au même endroit. La gestion de la vie privée, si vous êtes une société qui fait de service à la personne, vous êtes obligé de tenir compte de ces contraintes-là. Si vous développez une solution dans le principe pour pouvoir répondre à des problématiques particulières pour vos clients, il faut protéger le SI, donc la confiance est importante. Hein. Demain, vous vous faites hacker, derrière, vous n'avez plus accès à vos données. Le cas d'OVH, vous savez brûler, donc malheureusement, vous n'avez pas de backup, c'est compliqué. Donc c'est très, très, très important de protéger vos données. Et ensuite, protéger l'environnement, parce que maintenant, c'est devenu donc un passage obligé. Donc on doit également s'assurer que ce qu'on met en place n'est pas énergivore. Voilà, donc, le principe, il faut savoir que l'IA est particulièrement énergivore, les systèmes d'information également. Donc voilà, bon, après, quand on a une petite structure avec des bons petits outils, une bonne idée de ce que vous voulez faire, et en pensant effectivement à toutes ces finalités, donc pensez finalités, mettez ces personnes derrière ces finalités, pensez vraiment à votre stratégie, allez voir votre DSI pour que derrière il s'assure qu'il maîtrise bien ces données, et ensuite derrière vous les protégez, et là normalement vous devriez réussir donc à tous les coups votre projet. Vous avez de la chance d'être là dans cette conférence, parce que tous ces slides, ces éléments pour pouvoir mettre en œuvre un jeu de rôle de l'entreprise autour de cette question de stratégie de la data, vous allez recevoir ces slides. Ça vous permettra vraiment de travailler le sujet dans votre entreprise, mais vraiment très concrètement. C'est un jeu de rôle à très bien dessiner. Alors on parlait finalement auparavant des outils pour les tuyaux, en quelque sorte, sur la gouvernance, la mettre en œuvre, mais il y a ce qui passe dans les tuyaux. Et quels outils utiliser pour piloter la stratégie? Alors, quels outils? Alors, on projette un modèle qui peut paraître peut-être, je ne vais pas dire trivial, mais accessible à certains, et à d'autres, peut-être plus petits, abstraits, inaccessibles. Donc, effectivement, on va devoir s'appuyer sur des outils. Juliette, je te laisserai en dire un mot. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour dérouler une stratégie quand on est petit, quand on n'a pas les ressources? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un? Comment est-ce qu'on catégorise ça? Juliette, je te laisse commencer sur les outils, et puis ensuite on reviendra sur l'organisation. Tout à fait. Alors nous, de notre expérience, il faut être très terrain et pragmatique. Donc de notre côté, dans les PME qu'on adresse, c'est vrai qu'on priorise davantage la partie business driven. Les PME, ce qu'on a constaté, il y a deux raisons au fait qu'on privilégie cette approche business driven, c'est que les PME aujourd'hui, elles sont encore, je ne vais pas dire très peu, trop peu, mais pas assez en tout cas matures, pas assez structurées justement pour gérer cet aspect risk driven. Et la deuxième, c'est que ce qu'on constate, c'est que le gros point de douleur dans les PME qu'on adresse, c'est majoritairement le manque d'autonomie des utilisateurs. Donc nous, quand on va arriver dans une PME, on va travailler davantage sur la valorisation du capital data de l'entreprise, on va leur faire prendre conscience du vivier data qu'ils ont à disposition, on va leur mettre à disposition facilement ces données et on va les acculturer, optimiser leurs usages métiers et du coup leur rendre cette autonomie. Maintenant, ce qui est évident, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas faire fi de l'aspect risk-driven. Donc nous, en tout cas, ce qu'on conseille, c'est de vous équiper des bons outils et si ce n'est pas le cas, en tout cas de vous entourer des bonnes personnes pour mettre en place tout ce qu'il y a à faire. Alors justement, qui on va solliciter? Comment on va prioriser ça? Romain, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, quelques réussites, quelques échecs? Donc déjà, il faut se dire que la gouvernance, c'est vraiment l'affaire de tous. Il faut énormément d'implication. Si l'implication n'est pas là, pardonnez-moi pour l'expression, mais la mayonnaise ne prend pas. On a beau avoir les meilleures applications ou porter toute la connaissance ou avoir une bonne communication, si nous n'avons que la moitié, voire le tiers qui s'implique, la gouvernance est déjà morte dans l'œuf. Donc à partir de là, il faut se dire, il faut être impliqué, il faut savoir travailler en binôme entre le métier et la technique. Il faut donc avoir des personnes qui puissent
pousser derrière, porter justement cette stratégie, cette gouvernance en disant on ne l'oublie pas, on y est encore, on y va, il ne faut pas s'arrêter. C'est très fructifiant derrière ensuite pour l'entreprise. Donc à partir du moment où il y a certaines positions qui ont été mises en avant par rapport à d'autres, on peut très vite voir sur certains retours d'expérience que ça n'a pas fonctionné. Par exemple, l'IT qui a choisi les outils directement pour faire de la gouvernance, pour porter la stratégie, et qui a demandé ensuite aux utilisateurs, dont les métiers, de se poser dessus, il y a eu un gros blocage en disant comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on fait, quelle est ma position en fin de compte dans la gouvernance. Et ça a été en fin de compte rattrapé à partir du moment où ils ont été acculturés, ils ont compris leur position, leurs responsabilités, ils ont compris à quoi servaient les outils dans la gouvernance, et derrière ils se sont dit ah, en fin de compte, j'aurais dû l'avoir avant, parce que maintenant, ce qu'on m'a mis en main, je comprends comment l'utiliser, et je comprends comment faire avancer les choses. Ensuite, il y a aussi l'inverse, le métier qui prend en main, et en fin de compte, qui n'est pas suivi par l'IT. Et à partir de là, le métier va commencer à poser sa connaissance, à la mettre, par exemple, sur du Excel, par exemple, sur des outils que la DSI ne veut pas porter, donc qui va être prise à l'extérieur, et qui, derrière, va en fin de compte devenir un plat de nouilles, et qui va commencer à s'entremêler, puis à s'essouffler et au fur et à mesure à disparaître. D'où pourquoi justement ce couple IT fonctionnel, IT métier est très important. Et le rôle de la direction dans tout ça, parce qu'il y a une expression chinoise qui dit que le poisson pourrit par la tête. Autrement dit, le rôle de la direction, là, en haut de quelque chose, pour impulser, pour suivre, et suivre dans le temps également. Exactement. C'est tout le temps. D'où pourquoi dans cette stratégie hiérarchique, en fin de compte, on parle de bottom-up ou de top-down, c'est-à-dire partir du haut vers le bas ou du bas vers le haut, parce que c'est ça aussi qui fédère et qui permet de mettre au centre les personnes qui portent la gouvernance, donc soit les personnes au plus proches de la donnée, j'allais dire au plus bas de la stratégie, mais ce n'est pas ça du tout, veuillez m'excuser, au plus proches de la donnée, qui sont en fin de compte les premiers à savoir les résultats, les actions concrètes qu'il faut poser et qui remontent ça à la direction pour montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais inversement, la direction est aussi là pour voir comment ça fonctionne, quels sont les premiers points du ROI, et en fin de compte, féliciter ou apporter des points, des directions différentes pour pouvoir prendre un virage et améliorer ce qui a peut-être mal commencé à continuer. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle de sponsor. La direction, ou en tout cas les personnes au plus haut de la hiérarchie de la gouvernance qui portent la stratégie, doivent absolument avoir de l'interaction avec tous les éléments, tous les acteurs de cette gouvernance pour ne pas perdre ce souffle, pour insuffler justement de nouvelles façons de faire, pour partager, pour mettre en avant, pour féliciter, parce que c'est ce dont on a besoin aussi. On marche aussi avec du positif, forcément. Donc qui dit implication et positivité dit qu'une gouvernance va forcément prendre. Donc, on le voit, hein, c'est une stratégie, ça passe par de la communication beaucoup. Et j'ai dit au début, la data, c'est pas que des métiers techniques, c'est pas que de la tech. Néanmoins, on en a besoin, c'est indispensable d'avoir des techniques pour mettre en œuvre la stratégie. Et là-dessus, on a parlé de DSI. On a les DSI qui disparaissent progressivement des projets data. Jawer, je vais te laisser un mot là-dessus sur un petit peu cette histoire, les DSI, les Chief Data Officer et comment ça impacte sur la stratégie. Alors, donc on va dire, on va dire plutôt que le pauvre DSI finalement s'est vu retirer des projets data. Moi, je suis plutôt au contraire plus pour un DSI qui est le détenteur des données, qui les sécurise et qui répond aux contraintes du DPO, du RSSI, etc., qui ne sont que des auditeurs ou des chefs d'orchestre. Et ensuite, effectivement, vous avez vu surtout dans les grosses entreprises arriver le Chief Data Officer où les grandes entreprises se sont dit c'est génial, on va trouver un gars génial qui va trouver une stratégie data et qui va nous proposer des choses. Donc effectivement, lui est arrivé, mais il met en place uniquement que la gouvernance, il veut valoriser les données, mais au moment où il se dit j'ai besoin des données, donc pas de données, pas de stratégie data. Donc en fin de compte, le DSI s'est retrouvé un petit peu mis de côté sur ces projets, donc il y a eu un petit peu un conflit d'intérêts entre les deux acteurs, ce qui est dommage. Comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, la donnée, c'est l'affaire de tous. Alors c'est pas le problème effectivement qu'on peut avoir dans les entreprises les PME et les ETI où le DSI est très, très important. Ce sont les métiers qui vont commencer justement à réfléchir à leur stratégie. Alors comment on réfléchit ?
réfléchi vraiment à une stratégie data. Ce qui est important, c'est vraiment maîtriser vos processus et votre chaîne de valeur. Super important. Pourquoi ? Parce que derrière, vous offrez des services, des produits. Et c'est ces produits, ces services qu'il faut livrer le plus rapidement, s'assurer que le client est satisfait, etc. Et donc, tout le monde coopère dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant dans les processus, vous avez le pilotage, donc c'est la direction générale, vous avez la partie opérationnelle, vous avez tous les départements qui vont opérer cette chaîne de valeur pour le client, et vous avez les acteurs du support, la RH, le personnel, vous avez aussi la DSI. Donc là, ce que vous allez faire, c'est déterminer dans chacun des départements quelles sont les données dont vous avez un propriétaire et quelles sont les données qui sont disponibles. À partir de ces données dans le process, vous allez vous dire quels sont les problèmes que je rencontre. Des problèmes de livraison, des problèmes de satisfaction client, etc. Et quelles sont les données qui me manquent. Donc c'est déjà une réflexion importante qu'il faut avoir à ce niveau-là. Et ensuite, à partir de là, effectivement, vous allez faire intervenir, si vous êtes une grosse entreprise, peut-être vous avez un Chief Data Officer qui va travailler en étroite collaboration avec l'IT, ou bien vous allez voir l'IT en leur disant, voilà, nous on a une stratégie, alors quelle est l'infrastructure qui est nécessaire de mettre en place, quels sont les logiciels dont on a besoin, comment on catégorise nos données, on les catalogue pour pouvoir les maîtriser dans le temps, parce que c'est important. On ne fait pas des projets one-shot pour se faire plaisir. Et ensuite, derrière, comment on lance un projet de digitalisation. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces étapes qui sont importantes à maîtriser. Il faut maîtriser vos processus, vos données, vos applications et vos infrastructures pour pouvoir y arriver. Cette revue des données permet d'y voir plus clair, sûrement sur les données qui sont réellement vitales pour l'entreprise, celles qui sont utiles, celles qui manquent, comme tu disais, peut-être également celles qui finalement polluent, encombrent et ne servent pas à grand-chose dans les décisions qui sont prises et dans les process. Tout à fait. C'est important de savoir une chose, c'est que la donnée, elle est effectivement inépuisable, c'est pas comme les ressources qu'on peut avoir, mais par contre, elle est périssable. Donc il faut éviter effectivement de garder des données pour votre business efficient, de disponibles. Nous, on a vu des clients, parce qu'on travaille justement sur la réduction de l'impact de la donnée, et en gros, ils payaient très très cher des infrastructures, ils avaient des données qui étaient inutiles, et ensuite, la donnée qui a de la valeur, c'est celle que vous utilisez, qui a de l'usage, donc inutile de collecter des données inutiles. Alors ce qui est bien, c'est que si vous faites du RGPD, alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me sort celle-là ? C'est un véritable levier. Il faut savoir que ceux qui ont écrit le règlement général à la protection des données ont mis de la gouvernance et de la gestion du cycle de vie là-dedans. Donc si vous suivez précisément, mais au travers de vos données directement, le RGPD, vous avez déjà toute la partie sécurité qui est prise en charge, vous avez toute la partie protection des données, vous avez la minimisation qui est définie là-dedans, il y a de l'archivage, de la destruction, et vous avez être sûr d'être complètement efficient. Donc voilà, donc ne le prenez pas comme quelque chose de contraignant. Un traitement, ce sont vos processus, c'est tout ce qu'il fallait que vous reteniez, et ensuite vous avez un niveau de disponibilité qui est nécessaire pour le RSI. Quand est-ce que j'ai besoin que ce soit disponible ? Quand est-ce qu'il faut que ce soit intègre ? Vous avez aussi le DICT, donc confidentialité, quelles sont les données qui sont particulièrement confidentielles. Et donc si vous travaillez de main à main avec tous ces acteurs-là, et en suivant scrupuleusement ce que propose le RGPD, vous allez être compliance et vous allez pouvoir lancer facilement vos données. Donc je vous encourage, ça paraît un peu étonnant, mais je vous encourage à vraiment le mettre en place correctement dans vos entreprises. Yann, on va bientôt vers la conclusion de ce temps consacré à cette conférence. Allez, une synthèse en quelque sorte en 3 points. Le premier, c'est que ces questions de vision, la bonne vision, ça sera la vôtre. Autrement dit, il n'y a pas un modèle type que vous allez copier-coller, décliner de façon purement académique pour votre entreprise. Ça sera la vôtre, la bonne vision. Pour autant, s'inspirer d'autres exemples peut être bigrement utile, et les entreprises qui participent aux différents ateliers aujourd'hui, elles sont là pour ça, quelque part. Un partage d'informations, ça concerne effectivement quasiment tout le monde de l'entreprise. On est tous de plus en plus impliqués dans la production ou l'usage de données, et donc ça n'est pas un sujet de spécialistes qui sont dans des bureaux d'informaticiens dans un coin. Et puis, il y a des métiers qui peuvent être internalisés, il y a des compétences sûrement à faire progresser dans les entreprises. J'évoquais tout à l'heure par rapport au data steward, le fait que c'est peut-être la secrétaire de direction qui a un rôle supplémentaire et structurant et majeur à jouer dans l'entreprise. Pour jouer ce rôle-là, ça va être parfois des ressources externes que vous allez chercher, que vous allez trouver, et vous l'avez compris, présente aujourd'hui dans cette journée de Cultive ta Data.
C'est l'ensemble qu'il faut pouvoir appréhender pour servir ce que sera votre vision et votre stratégie propre à votre entreprise. Je dirais même plus, si vous me permettez, dans le meilleur des mondes, dans une entreprise, tout le monde à la fin est censé être data steward. Bien dit, tout le monde est sur scène finalement. Merci. On peut se donner, on peut s'autoriser. Waouh, il est 27. Ok, on avait 4 minutes de retard pour tout à l'heure. Il est que 27. Y a-t-il des questions pour que vous profitiez de nos 4 experts présents? Je vous passe le micro. Bonjour, merci pour cet échange. Juste une question rapide sur effectivement quels sont en fait les déclencheurs qu'on peut utiliser pour parler de stratégie data dans une entreprise. Donc mon cas par exemple, c'est un groupe qui est en train de se former, qui a eu pas mal d'acquisitions externes. Les gens utilisent la donnée, mais ne sont pas forcément sensibles au besoin d'avoir une stratégie. Donc, dans votre expérience, quels ont été un peu les déclencheurs pour ça? On a déjà cité le RGPD, mais est-ce qu'il y avait d'autres idées? Qui répond pour ce sujet sur le diapason à donner finalement dans l'entreprise, malgré une complexité existante? Alors, je réponds rapidement. J'avais été à l'économat des armées, et puis on a commencé à travailler justement sur le RGPD. Il fallait leur expliquer effectivement c'était quoi, parler de données d'identification, données de santé, etc. Et leur demander d'aller chercher dans leur business à la finesse de ces données, c'est impossible. D'accord ? Donc si vous démarrez chez eux en leur disant dis-moi quelle est la typologie de données que tu utilises, ils vont tous vous regarder avec des yeux comme ça et puis pouvoir attendre 100 ans, si ce n'est pas 1000 ans, pour avoir les résultats. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont vos processus qui sont importants. Donc qu'est-ce qu'on retrouve et qu'est-ce qui est parlant pour une personne du métier? Eh bien, on va parler RH, on va parler du CV, on va parler de l'entretien d'évaluation. On va parler de toute une série de choses. Et de toute façon, c'est simple, hein, c'est tellement logique. Quand on vous demande de mettre des durées de conservation pour le RGPD et puis pour gérer correctement vos données, eh bien, en gros, on va parler d'objets métiers. Alors là, je vais vous parler d'un terme, mais l'objet métier, je vous ai donné l'exemple, hein, c'est les contrats, la facture, les incidents, etc. C'est tout ce que vous manipulez dans l'entreprise. Donc moi, ce que je leur ai dit, c'est que vous allez tous retourner chez vous, chaque responsable de département, et ce que je veux, c'est que vous me listiez tous les documents qui passent chez vous, tous les objets que vous voyez dans vos applications qui correspondent à quelque chose. Et à partir de là, je vais voir le responsable de la sécurité, et je lui dis, on va travailler ensemble, je vais t'aider un petit peu, et on va demander à ces acteurs-là, est-ce que c'est indispensable? Donc, je parlais d'OVH tout à l'heure. Donc quand il y a eu effectivement le feu dans le data center, quelles sont les problématiques qu'ont rencontrées les entreprises? C'est que les commandes, effectivement, ils ont perdu les commandes, mais le problème, c'était les adresses de livraison. Ils étaient capables de savoir, ils avaient été payés, donc repartir effectivement de qui avait payé, c'est facile, mais retrouver les adresses de livraison, ça a été super difficile. Donc quand on décide de déterminer quels sont les objets métiers qui sont concernés par la sécurité, vous reprenez un truc simple qui correspond donc au responsable de la sécurité et de l'information, qui sont le DICT. Donc DICT, c'est quel est le niveau de disponibilité que j'attends, quelle est l'intégrité du système que j'attends, donc là on parle de qualité. Quel est le niveau de confidentialité? Parce qu'attention, vous n'avez pas, par exemple, le code de votre entreprise, vos marques, etc. Ils ont un niveau de confidentialité qui est super important chez vous. Et vous imaginez, vous avez des brevets et demain, ils sont partis. Et la traçabilité, c'est toutes les contraintes réglementaires qui s'imposent et surtout depuis les différentes tâches du cycle de vie de la donnée. Donc, quand on va parler effectivement à ces acteurs pour pouvoir les embarquer, c'est de leur dire, c'est toi qui es le propriétaire des données. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qui les manipules tous les jours. Tu ne dois pas laisser n'importe qui pouvoir les récupérer comme il l'entend. Et c'est toi qui es le maître des règles et de ta demeure. Donc voilà, donc c'est toi qui es les clés de ta demeure. Et parce que la plupart du temps, on dit à l'IT, débrouille-toi pour faire le boulot. Et puis finalement, l'IT se dit, oui, mais moi, je veux bien, je détiens les données. Mais c'est pas moi qui vais définir les règles à votre place. Et donc c'est important de remettre chacun à sa place. Et là, effectivement, le projet devient simple. Et surtout, parler un langage qui est clair pour chacun des acteurs à son étage. Romain, tu souhaitais ajouter quelque chose sur ces questions de rôle que Si je peux compléter justement, compléter 2 exemples très concrets qui se disent quand est-ce qu'on lance la gouvernance et quand est-ce qu'on parle enfin de responsabilité. Je peux vous en citer un premier qui est forcément lié au RGPD, mais encore plus concret. On réagit toujours dans le négatif, malheureusement. On attend que ça nous fasse mal pour lancer les actions. C'est très humain, c'est normal. Et donc le jour où, par exemple, on a une entreprise on n'a pas fait attention à nos données, et un jour, il y a la CNIL qui frappe à notre porte en disant « Bon, on a porté plainte contre vous, vous avez fait n'importe quoi avec telle donnée », là, on se dit « Aïe, mince,
La fuite, elle vient d'où? Elle vient pourquoi? Qui l'a faite? Comment on peut réagir à ça? Premier exemple de pourquoi on met la gouvernance, pour savoir où sont les choses, comment ils ont été accédés et qui l'a fait pour me resserrer la vis et avoir une meilleure gestion. Le deuxième exemple, c'est tout simplement lié à la qualité. Un jour, il y a un client qui va arriver vers vous qui dit « mais j'ai jamais commandé ça, ou ma fiche, c'est pas du tout ce que je vous avais dit, vous avez confondu des trucs, vous avez gardé des données qui étaient d'il y a 5 ans alors que je vous avais envoyé des dernières informations maintenant. Vous voulez que je parte de chez vous ou pas ?» Là, gros court-circuit, gros flash en se disant qu'il faudra peut-être faire quelque chose. Pourquoi la qualité a flanché? Où c'est que ça, dans quel tuyau ça a fait la mauvaise transformation ou la mauvaise fusion? Comment pouvoir repenser ça pour savoir à partir de où la donnée est arrivée, où c'est qu'on l'a restituée, et donc à quel moment où on a passé justement la patate chaude de cette donnée dans le SI, ça a flanché pour donner une mauvaise information. La question était pile au cœur du sujet. Merci de l'avoir posée ainsi. Merci de vos réponses. Pour respecter le temps qui court et puis le fait qu'à 14h, il y a une autre séquence qui vous attend. Et on vous remercie vraiment de votre ponctualité. Vous vous souvenez du jingle. Vous allez retrouver Yann, Jawer, Romain, Juliette, juste à côté sur leur stand respectif. Bon appétit, bonne rencontre, bonne connexion. À tout à l'heure.